Bonjour chers abonnés, et bienvenue dans un nouvel épisode qui risque de vous bouleverser. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un drame glaçant, une affaire où la célébrité, la modernité et l'horreur se sont brutalement percutés. Imaginez une jeune femme, libre, audacieuse, charismatique, une femme qui bouscule les codes, qui ose défier les traditions dans un pays où les normes ne pardonnent pas. Mais à trop vouloir briller, elle a fini par attirer les ténèbres. Alors avant de plonger dans cette histoire aussi poignante que dérangeante, pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous, parce que ce genre de vérité ne doit pas rester dans l'ombre. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse la fiction. C'est l'histoire d'une femme devenue symbole, puis martyr. Tout a commencé dans un petit coin paumé du Pakistan, un village agricole perdu dans la poussière qu'on appelle Shah Sadar Din. Jamais entendu parler? Normal, même sur Google Maps, vous devez zoomer 3 fois avant de le localiser. Et pourtant, malgré son anonymat total sur la scène mondiale, là-bas, tout le monde connaît tout le monde. Un de ces endroits où le moindre éternuement devient une affaire de comité. C'est dans ce décor que vivait la famille Azim, une famille nombreuse, soudée et fauchée. Il y avait Muhammad, le patriarche, Anwara, sa femme, et leurs 9 enfants. Oui, 9. 6 garçons, 3 filles. Autant dire qu'aux réunions de famille, on manquait plus souvent de chaises que de bruit. Parmi cette ribambelle, Fouzia Azim, une des filles du couple, et c'est elle qui va devenir la pièce maîtresse de cette histoire. Alors, pour sa date de naissance, comment vous dire, c'est un peu comme un épisode brouillé d'une série. Les sources ne sont pas d'accord. Certaines affirment qu'elle est née le 1er mars 1990. D'autres crient haut et fort le 15 novembre de la même année. Une vraie patinoire d'informations, où tout le monde glisse. Mais bon, la majorité des sites penchent pour le 1er mars. On va dire que c'est notre meilleure piste. Et entre nous, c'est quand même fou de ne pas être sûr d'une simple date de naissance. C'est pas comme si on demandait l'itinéraire exact de chaque moustique du village. Bref, les Azim, comme la majorité de leurs voisins, vivaient de l'agriculture. Enfin, vivaient. C'est un grand mot. Leur situation financière, une catastrophe ambulante. Parce que dans un village où absolument tout le monde cultive la terre, les clients se font aussi rares que l'eau dans le désert. C'est un peu comme essayer de vendre des glaçons en Antarctique. Personne n'en a besoin et tout le monde en a déjà. Changer de vie? Oui, peut-être. Mais pour ça, il aurait fallu tout quitter. Partir tenter leur chance dans une grande ville. Ou au moins, une ville, quoi. Mais ça, c'était un pari bien trop risqué. Alors ils sont restés, cloîtrés, enracinés, prisonniers de leurs habitudes et de leurs champs sans promesse. Dans cette pauvreté chronique, les enfants, dès qu'ils en avaient la force, mettèrent la main à la pâte. Mais cette aide, aussi précieuse soit-elle, ne changeait pas grand-chose au fond du problème. La misère restait là, pesante, collante, constante. La situation était tellement critique que la famille Azim a dû, à plusieurs reprises, faire le tour des voisins, littéralement, pour demander un peu d'argent, juste pour pouvoir acheter à manger. Rien de plus, juste survivre. Alors oui, l'argent c'est important, mais l'humain l'est aussi, non? On pourrait se demander comment ça se passait entre eux. Est-ce qu'ils s'aimaient? Est-ce qu'ils passaient du temps ensemble? Est-ce que c'était une famille soudée? Eh bien, selon les témoignages, la famille Azim était décrite comme une famille simple, honnête, mais unie. Une famille croyante, pieuse. Ils étaient musulmans, comme la très grande majorité du pays. Et quand je dis très grande majorité, je ne plaisante pas. J'ai mis la main sur des chiffres. Plus de 96% de la population pakistanaise se revendique de l'islam. Autant dire quasiment tout le monde. Dans les villages comme celui où vivaient les Azim, l'esprit communautaire était très fort. Tout le monde se connaissait. Un de ces microcosmes où quand tout va bien, tout le monde s'entraide, mais où le regard des autres pèse lourd, très lourd. Parce que dans ce genre d'endroit, ce que les gens pensent de toi, ça peut valoir plus que la vérité elle-même. Et maintenant, venons-en à notre protagoniste, Fouzia. La fameuse Fouzia. Elle a eu une chance que beaucoup d'autres filles de son âge dans cette région n'avaient pas. Elle a pu aller à l'école. Et pas juste pour faire acte de présence. Non. Elle a brillé à l'école.
Elle apprenait vite, très bien, avec une motivation qui faisait l'admiration de ses enseignants. Pourquoi je parle de chance? Parce que selon des statistiques de 2015, au Pakistan, seulement 46% des femmes âgées de 15 ans et plus savaient lire et écrire. Oui, à peine une femme sur deux. C'est dire à quel point Fouzia sortait déjà du cadre dès son plus jeune âge. Bon, ce n'est pas une chaîne spécialisée dans les statistiques, mais même si ce pourcentage est faible, parce qu'on parle quand même de moins de la moitié des femmes sachant lire et écrire, j'essaie de rester optimiste, que dans les années à venir tout changera. Mais revenons à Fouzia, à notre héroïne. Fouzia était passionnée par le chant, par la danse aussi. Elle avait ce truc, ce feu intérieur, ce talent artistique, brut, sincère. Elle était décrite comme une jeune femme courageuse, curieuse, ouverte au monde. Elle était gentille, intelligente, vive d'esprit. Elle savait parler, s'exprimer et faire rire. Oui, elle avait aussi de l'humour, une personnalité solaire, dans un monde où on attend souvent des femmes qu'elles restent dans l'ombre. Dès son plus jeune âge, Fouzia a enchaîné les petits boulots pour aider sa famille à boucler les fins de mois. Et à propos de son travail et de son parcours scolaire, là, c'est un vrai casse-tête. Deux versions totalement opposées circulent. La première, elle aurait terminé ses études et même obtenu un diplôme à l'université du Pendjab. Elle aurait même reçu le titre d'artiste plasticienne. Classe, non? Sauf que la deuxième version, et honnêtement, celle-là me paraît beaucoup plus crédible, dit tout le contraire. Fouzia n'aurait jamais terminé l'école. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée à 17 ans. Et si certains éléments de sa biographie semblent cousus de fil blanc, cette info-là, en revanche, est confirmée à 100%. Le mariage a bel et bien eu lieu en 2008, alors qu'elle approchait à peine de sa majorité. Et maintenant, tenez-vous bien, son mari, son élu, son partenaire pour la vie, en théorie, n'était autre que le cousin de sa mère, un certain Ashik Hussein. Oui, on reste dans le cercle, très dans le cercle. Comme on dit, en vase clos, chacun respire l'air du voisin. Mais bon, Fouzia n'avait pas vraiment son mot à dire, du moins pas au début. Et pourquoi j'insiste sur ce « au début » Parce que ce mariage, comment dire ça poliment, c'était un carnage, une incompatibilité totale, et encore, c'est un euphémisme. Plus tard, Fouzia expliquera elle-même que ce qu'elle ne supportait pas chez son mari, c'était son étroitesse d'esprit et son obsession pour les traditions. Un homme figé, borné, dans un monde qui, lui, avançait. Au début, Fouzia a vraiment essayé de supporter son comportement. Elle a fait tout ce qu'elle avait vu faire par sa mère, sa grand-mère et toutes les femmes avant elle. Elle a joué le rôle qu'on attendait d'elle dans ce scénario trop bien rodé, celui de l'épouse docile, conciliante, patiente. Assez vite, un enfant est né de cette union. Un petit garçon dont l'identité est restée confidentielle et on comprendra plus tard pourquoi. Mais ni la naissance de leur fils, ni les belles promesses de son mari, qui lui disait qu'un jour, peut-être, il élargirait ses horizons, n'ont changé quoi que ce soit. Ce mariage, c'était une impasse, un décor figé, une cage dorée sans serrure. Le véritable problème, le nœud de tout ça, c'est qu'Ashik ne traitait pas bien sa femme. Et c'est probablement ça qu'elle voulait dire, plus tard, lorsqu'elle parlait de son mode de vie trop traditionnel. Parce qu'il y a des limites, même dans la tradition. Et Fouzia avait ses limites. Je ne vais pas m'étendre sur les détails, mais on peut facilement deviner que ce n'était pas juste une histoire de soupe trop salée. Non, ce n'est pas parce qu'elle avait mis un peu trop de coriandre que son mari haussait le ton. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grave, quelque chose de profondément toxique. Et là où beaucoup de jeunes filles de son âge auraient accepté leur sort, se seraient résignées en espérant, peut-être, que le destin s'occupe de faire disparaître le problème. Fouzia, elle, n'était pas ce genre de femme. Fouzia, depuis toute petite, savait qu'il existait une autre vie. Une vie différente, une vie possible. Grâce à la télévision, à Internet, aux films qu'elle avait vus, aux magazines qu'elle avait feuilletés en cachette, elle avait entrevu un autre monde. Un monde où les femmes pouvaient briller, s'exprimer, exister autrement. Et surtout, elle s'était toujours intéressée au show business. C'était son rêve secret, un fantasme lointain, fragile, mais tenace. Réussir à en faire partie un jour, s'y faire une place, exister autrement que dans l'ombre d'un mari. Et c'est justement ce rêve,
ce besoin de vivre autre chose qui lui a donné le courage de faire ce que peu de femmes à sa place auraient osé faire. Elle a quitté son mari, elle a pris son fils avec elle et elle a tenté de vivre par ses propres moyens. En 2010, leur relation s'est officiellement terminée. 2 années de mariage, 2 années de trop, diront certains, et on ne leur donnera pas tort. Alors, que s'est-il passé après? Eh bien, aucune trace claire de l'endroit où elle a vécu avec son fils dans l'immédiat. Mais on peut supposer assez logiquement qu'elle est retournée dans la maison familiale. Et là, nouvelle épreuve, il fallait subvenir à ses besoins, à ceux de son enfant, et tout ça dans un village où trouver du travail est un exploit, comme on l'a vu avec ses propres parents. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi les voisins. Ah, les voisins. Toujours présents, toujours à l'affût, toujours prêts à commenter le moindre de ses gestes. « Tu as vu ce qu'elle a fait? Elle est rentrée tard hier. Elle ne devrait pas porter ça. Et son fils, elle l'emmène où là ?» Face à cette pression, à cette impossibilité de respirer, Fouzia a pris une autre décision. Une décision difficile, une décision qui peut diviser. Elle a choisi de laisser son fils à son ex-mari, pas parce qu'elle pensait qu'il incarnait la figure paternelle idéale, mais parce qu'elle savait qu'il avait les moyens financiers, qu'il pourrait payer une école, des cours particuliers, lui offrir au moins une stabilité matérielle. Et elle a fait ses valises. Et elle est partie pour Karachi, la plus grande ville du Pakistan. 15 millions d'habitants, un monde à part, une jungle urbaine. Mais pour Fouzia, c'était un nouveau départ, commencer une nouvelle vie, dans une ville immense, sans réseau, sans soutien financier solide. On ne va pas se mentir, ce n'est pas exactement le scénario d'un conte de fées. Vous vous demandez peut-être, ou pas, mais je vais vous répondre quand même. Qu'est-ce qu'elle a fait, Fouzia? Où a-t-elle travaillé? Quelles étaient ses ambitions? Est-ce qu'elle a réussi à les réaliser? Eh bien, selon les sources, elle a travaillé comme mannequin pour différentes marques. Et elle a aussi joué dans ce qu'on appelle là-bas des dramas. Alors oui, faisons une petite pause, parce que peut-être que vous vous demandez ce que c'est, ces fameux dramas. Est-ce que c'est un truc de drama queen? Bah, un peu, oui, mais version télé. En fait, les dramas pakistanais, ce sont des séries télévisées, des feuilletons. Et à Karachi, c'est la capitale de ce genre de production. J'ai trouvé une statistique assez impressionnante. 95% de l'industrie médiatique du Pakistan est concentrée à Karachi. Donc, si tu veux percer à la télé, faire de la scène, passer à l'écran, c'est là-bas qu'il faut être. C'est à Karachi qu'on tourne les reality shows, les émissions de divertissement, les talk shows. Bref, tout ce qui brille un peu, ou beaucoup. Un peu comme nos séries télévisées type Demain nous appartient, ou Ici tout commence, mais version locale. Et figurez-vous que j'ai même trouvé des guides expliquant comment devenir acteur ou actrice dans ces fameuses dramas. Rien de très sorcier. Tu trouves une annonce, dans un journal ou sur Internet, tu vas au casting, avec ton plus beau sourire, bien sûr, et si tout va bien, tu décroches un rôle. Peut-être pas tout de suite dans Game of Thrones, hein, mais dans une production locale où on pleure, on s'énerve et on tombe amoureux, puis on pleure encore. Et Fouzia, elle, s'est lancée dans cet univers. Elle qui rêvait depuis toujours de show business, elle venait d'y mettre un pied. Il faut reconnaître que, niveau salaire, c'était carrément mieux que ce qu'elle aurait pu espérer dans son village natal. Et Fouzia, pour la première fois de sa vie, a vu ce qu'était la vraie vie qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Celle qu'elle regardait dans les émissions. Celle dont elle n'osait même pas parler à voix haute quand elle était plus jeune. Mais là, elle la vivait, pour de vrai. Elle pouvait gagner de l'argent, poursuivre ses rêves, s'amuser, et tout ça en même temps. Un petit miracle dans son monde à elle, sauf que voilà, cet enthousiasme, elle était la seule à l'avoir. Sa famille? Pas convaincue. Ses proches? Encore moins. Et les revenus, même confortables, n'ont rien changé. Et comme toujours, les juges autoproclamés ont dégainé leur fourche morale. La brigade du qu'en dira-t-on, les commères du village, les vieilles tantes à langue bien pendue et les oncles à double discours. Tout le monde avait soudain un avis tranchant sur elle. Elle qui osait vivre autrement. Elle qui ne demandait qu'à exister librement. Les rumeurs ont commencé à enfler, comme un orage sourd dans un ciel étouffé. On murmurait, on dénonçait, on dévisageait.
On la pointait du doigt pour avoir déshonoré les siens, pour avoir eu l'audace, l'indécence de rêver en public. Et ses parents, eux, ses parents ont choisi l'arme la plus cruelle, le silence. Pas un mot, pas un regard, rien. Comme si la jeune femme qu'on voyait à la télévision n'était qu'une étrangère, comme si elle n'avait jamais existé, effacée de la mémoire familiale d'un simple clignement de honte. C'est violent, n'est-ce pas? Mais là, mes chers abonnés, on ne parle pas d'un simple conflit, on parle d'un abîme, un vrai, un fossé profond, entre deux générations, deux cultures, deux visions du monde. Alors, pour tenter de recoller les morceaux, ou peut-être simplement pour respirer à nouveau, elle a pris une décision radicale. Elle a changé de peau, de nom, d'identité. Désormais, elle ne serait plus Fouzia. Elle serait Qandil Balok. Et peut-être que là, maintenant, certains d'entre vous commencent à froncer les sourcils. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Parce que Qandil, mes chers abonnés, ce n'était pas juste une figurante dans un énième télécrochet miteux. Non. Sa carrière, elle allait littéralement exploser. Alors, à partir de maintenant, permettez-moi d'utiliser le nom de Qandil, car c'est sous cette identité qu'elle s'est fait connaître. Et c'est en tant que Qandil Balok qu'elle a commencé à réaliser ses rêves, même ceux qu'elle n'avait jamais osé formuler, ni même imaginer un jour possible. Petit à petit, elle a décroché des rôles dans plusieurs productions, plus ou moins connues, certes. Mais le véritable tournant, celui qui a marqué le début de sa notoriété publique, s'est produit en 2013, lorsqu'elle a participé à l'émission Pakistan Idol, un concours de chant de réalité pakistanais. Et oui, l'enregistrement existe toujours. Cette vidéo a actuellement 11 millions de vues sur YouTube. Je vous le glisserai dans la description de cette vidéo, avec un autre clip qui, vous verrez, prendra tout son sens dans cette histoire. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'aller regarder sa prestation à l'émission Pakistan Idol tout de suite, je vais vous résumer cette prestation. Disons-le franchement, c'était du grand n'importe quoi, et c'était voulu. Qandil, fidèle à son immense sens de l'humour, s'est pointée au casting en annonçant qu'elle adorait la mode et qu'elle chantait merveilleusement bien. Et puis, elle s'est mise à chanter. Enfin, chanter. Disons que sa performance vocale était aussi convaincante qu'une tentative de faire une figure de yoga après 3 mojitos. Mais elle est restée sérieuse, impassible, presque stoïque, genre « je suis une artiste ». Un peu comme si vous tentiez une arabesque après une soirée arrosée, en espérant que personne ne remarque. Sauf que là, le but, c'était justement que tout le monde remarque. Les jurés, ils ont vite compris que ça n'allait pas le faire. Ils l'ont poliment, mais fermement remercié. Et là, Qandil s'est effondré en larmes, des sanglots exagérés, presque théâtraux. Mais dans ses yeux, on voyait qu'elle jouait un rôle. Elle riait, elle pleurait, elle exagérait tout, et elle tenait son personnage jusqu'au bout. Et franchement, ça se voyait à des kilomètres que c'était une grosse blague de sa part, un sketch assumé. Mais vous savez ce que c'est? Les gens adorent le drama. Ils aiment quand ça sort du cadre, quand ça dérape un peu, quand c'est différent. Et là, avec ce casting délirant, Qandil a servi exactement ce que le public voulait. La vidéo de sa prestation a rapidement fait le tour d'Internet. Pas juste au Pakistan, non. Elle a traversé les frontières, sauté d'un écran à l'autre. Et il n'est pas impossible que vous soyez déjà tombé dessus un jour, quelque part, en scrollant sur Facebook. Et c'est à ce moment précis que la carrière de Qandil a décollé pour de bon. En 2014, elle a été recrutée pour participer à une émission appelée Desi Kourian. En gros, le concept, c'est une espèce de télé-réalité champêtre. 13 filles venues de la ville, ultra-urbaine, ultra-apprêtées, qu'on envoie dans un village pour vivre à la dure. S'occuper des animaux, traire des vaches, sarcler les champs. Et évidemment, tout repose sur le décalage. Elles n'y arrivent pas. Elles se plaignent, elles cassent des ongles. Et ça fait rire. Un à un, les participantes sont éliminées. Et le show continue. Alors oui, Qandil n'a pas gagné. Elle a été éliminée à un moment donné, comme beaucoup d'autres. Mais, et c'est là que c'est important, elle a marqué les esprits. Parce qu'elle était drôle. Parce qu'elle était différente. Parce qu'elle avait cette personnalité, ce quelque chose qu'on n'explique pas mais qu'on retient. Du charisme en concentré, capable d'attirer les caméras comme un aimant. Et à partir de là,
Candile est devenue un phénomène. Et très vite, les gens ont commencé à la suivre massivement sur Facebook. Oui, à l'époque, Facebook était roi. Pas encore la folie de TikTok, d'Instagram, ni les vidéos à la chaîne sur YouTube. C'était l'ère des statuts partagés, des likes en rafale, des vidéos qui faisaient le tour du monde avec un seul bouton partager. Et Candile, elle a compris le système avant tout le monde. Elle a commencé à poster des vidéos, des statuts drôles, des sketchs, des conseils mode, et les marques ont commencé à lui écrire directement pour qu'elle fasse la promo de leurs produits. En somme, elle faisait déjà ce que font aujourd'hui des millions d'influenceuses sur Instagram, tester, commenter, rigoler, exister. Sauf qu'elle, elle le faisait sur Facebook, bien avant que ce soit la norme. Et ça marchait, parce que ses vidéos étaient fraîches, décalées, parfois provocantes, souvent drôles. Elle avait son style à elle, ses punchlines, ses mimiques, un mélange de glamour, de second degré et d'insolence parfaitement dosée, à tel point qu'un jour, quelqu'un l'a surnommée la Kim Kardashian pakistanaise. Et voilà, une étiquette était née. Et peut-être que c'est comme ça que vous avez entendu parler d'elle pour la première fois. Et plus elle devenait célèbre, plus les revenus suivaient. Les émissions la réclamaient, les médias voulaient la voir en interview. Et elle, bien sûr, elle en a profité. Mais et c'est là que l'histoire prend une tournure touchante, elle n'a pas tout gardé pour elle. Non, Candile a utilisé son argent pour aider sa famille. Elle a payé le mariage de l'une de ses sœurs. Elle a acheté une maison pour ses parents. Une vraie maison, dans une autre ville. Un nouveau départ pour toute la famille. Ironique, non? Ceux qui, autrefois, avaient nié son existence à la télévision, ceux qui avaient baissé les yeux quand on prononçait son nom, vivaient maintenant grâce à elle, grâce à celle qu'ils n'osaient pas appeler leur fille. Mais revenons à notre sujet. Candile avait réussi à rassembler près de 500 000 abonnés sur Facebook. Un demi-million, rien que ça. Une audience colossale, surtout à l'époque, et surtout pour une femme comme elle dans un pays comme le Pakistan. Son public, majoritairement jeune, des filles et des garçons connectés, curieux, qui voyaient en elle un souffle de liberté, un vent de fraîcheur. Mais chez les plus âgés, les plus conservateurs ou les habitants des zones rurales, c'était une toute autre histoire. Beaucoup refusaient de la regarder, de l'écouter, de lui accorder le moindre crédit, et on comprend vite pourquoi. Candile avait à son actif quelques scandales bien sentis, des séquences qui ont fracturé l'opinion publique. D'un côté, ceux qui la trouvaient géniale, culottée, et de l'autre, ceux pour qui elle incarnait le déclin des mœurs, une source de perversion, un scandale ambulant. Alors, laissez-moi vous expliquer un peu tout ça. Je ne suis pas certain de l'ordre chronologique, mais peu importe, chaque affaire vaut le détour. L'un de ses premiers coups d'éclat concerne un certain Imran Khan, ancien Premier ministre du Pakistan. À l'époque, lors d'un discours, il avait publiquement appelé les citoyens à ne pas fêter la Saint-Valentin. Selon lui, c'était une fête importée de l'Occident, contraire aux valeurs locales, presque une insulte à la pudeur nationale. Et devinez quoi? Candile, fidèle à elle-même, a répondu par une vidéo inoubliable. Elle y dédiait son message directement à Imran Khan, et ce n'était pas pour l'insulter. Non. Elle lui déclarait sa flamme, lui proposait carrément le mariage, et l'invitait à passer la Saint-Valentin avec elle, rien que tous les deux, un mélange d'ironie, de provocation et de génie marketing. Cette vidéo, évidemment, a fait un carton, et aussi explosé des têtes de rage, un peu partout. Et oui, ça se voyait comme le nez au milieu du visage que c'était une blague. Un ton moqueur, un clin d'œil, un message lancé avec humour. Certains l'ont compris, d'autres, pas du tout. Comme toujours, une partie du public a ri, a partagé, a applaudi la provocation. Mais l'autre partie a vu ça comme une insulte, un manque de respect, une honte nationale. Et là, bien sûr, une vague de commentaires a déferlé. Du soutien, oui, mais aussi des insultes, des jugements, des appels à la censure. Internet est devenu un champ de bataille, mais ce n'était qu'un début. Parce qu'en 2016, Candile a remis ça. Et cette fois, c'était pour le capitaine de l'équipe nationale de cricket. Il devait y avoir un match important, et comme toujours, tout le monde était à fond. Et là, Candile poste une nouvelle vidéo sur Facebook. Un petit message pour le capitaine. Elle a promis, en cas de victoire de l'équipe, de retirer ses vêtements, par pure joie. Bon, on ne saura jamais si c'était une vraie promesse
ou juste une nouvelle blague provocante, parce que l'équipe a perdu. Mais inutile de vous dire que les personnes conservatrices ont failli s'évanouir en entendant ça. Comment une femme peut-elle dire ça en public? Où va le monde? Le nom de Qandil a de nouveau fait la une. Et cette fois, les grands médias s'en sont mêlés. Elle a été invitée sur plusieurs plateaux en direct pour expliquer ses choix, répondre aux critiques, des interviews, des débats, des talk-shows. Et c'est à ce moment-là que Qandil a pris un tournant. Elle a commencé à parler sérieusement, à expliquer que son but ce n'était pas seulement de choquer, mais aussi de normaliser certaines attitudes, de briser les tabous, de dénoncer la place injuste des femmes dans la société pakistanaise. Elle a raconté sa propre histoire, son mariage forcé, son manque de liberté, l'hypocrisie de ceux qui jugent sans rien connaître. Et franchement, elle avait raison sur toute la ligne. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Qandil le vivait comme ça. Une partie de la population aussi. Mais une autre partie, bien plus conservatrice, continuait de dire qu'elle dépassait les limites, qu'elle était honteuse, impudique, dangereuse. Certains ont littéralement eu la même tête qu'un cerf sur une autoroute quand le clip de sa chanson « Ban » a été mis en ligne. « Ban » qu'on peut traduire simplement par « interdiction ». Et autant dire que le titre est à la hauteur du message. Parce que dans ce clip, Qandil ne se contente pas de chanter. Elle danse, elle bouge, elle s'exprime, elle vit son corps, sans filtre ni retenue. Et le texte, lui, est un vrai manifeste, un cri de protestation contre les pseudo-normes, contre l'oppression déguisée en tradition, contre les règles sociales qui musellent les femmes. Deux choses ont particulièrement choqué. 1. Le contenu même de la chanson, trop frontal, trop revendicatif pour certains. 2. Dans le clip, selon certains Pakistanais, elle était habillée indécemment. Vous pouvez aller voir le clip. Je vous ai mis le lien dans la description. Mais bon, soyons honnêtes, comparé à ce qu'on voit ailleurs dans le monde, ce n'était pas grand-chose. Mais voilà. Pour une bonne partie de la société pakistanaise, c'était du jamais vu. Et pour beaucoup, ça allait trop loin. Des accusations ont fusé. Qandil corromprait la jeunesse, elle diffusait de la décadence, elle salissait les valeurs. Et pourtant, au-delà de ces contenus jugés étranges ou choquants, elle faisait passer un message fort, un message nécessaire. Elle utilisait son buzz, sa visibilité, sa plateforme pour parler vrai. Elle critiquait ouvertement ce qui l'étouffait. Les injonctions faites aux femmes, les mariages imposés, le contrôle social, la violence symbolique ou physique. Elle montait sur les plateaux télé, elle débattait, elle appelait à un changement. Pas en récitant un discours tout fait, non. Avec ses mots, son ton, sa personnalité. Et c'est là tout le paradoxe de Qandil. Elle était à la fois une provocatrice, parfois extrême, une stratège du buzz, un personnage de spectacle, et en même temps, une jeune femme brillante, lucide, courageuse, qui avait des choses importantes à dire. Donc forcément, comme vous pouvez vous en douter, certains l'adoraient, la voyaient comme une héroïne moderne, une icône féministe, et d'autres la haïssaient profondément. Alors bien sûr, une question commence à se poser sérieusement. Est-ce qu'elle allait trop loin? Certains répondaient oui, sans hésiter, mais c'est difficile à juger avec notre propre regard occidental. Ce qui peut nous paraître banal, voire amusant, peut être considéré comme un blasphème ou une transgression intolérable ailleurs. Mais admettons, dans la société pakistanaise, il y avait des gens pour penser que Qandil dépassait les bornes. Et même ceux qui jusque-là toléraient ses frasques, ou faisaient mine de ne pas voir, n'ont plus pu faire semblant, à cause d'un incident précis qui a fait basculer son destin. Il faut ici vous présenter un personnage central, le Mufti Abdul Kavi, un homme religieux. Un Mufti, c'est-à-dire un interprète officiel du droit religieux islamique, une figure respectée, souvent invitée sur les plateaux télé, dans les débats, les prêches, les événements publics. Une sorte de porte-parole morale. Un jour, un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de Qandil, de ce qu'elle représente, de ses vidéos, de ses discours, de ses postures. Et là, le Mufti, très diplomate, très posé, a dit simplement qu'il aimerait bien la rencontrer un jour, qu'il serait curieux d'avoir une discussion avec elle, de parler valeurs, foi, morale. Un message lisse, correct,
aucune attaque, et cette rencontre a bel et bien eu lieu. En juin 2016, Qandil et le Moufti se sont retrouvés dans un hôtel. Et bien sûr, elle a posté une photo de leur tête-à-tête sur Facebook. Et là, explosion médiatique, une tempête, une avalanche de critiques, un scandale national. Parce que oui, si vous ne comprenez pas tout de suite le choc, je vous comprends. Moi aussi, au début, je me suis dit, une femme rencontre un religieux dans un hôtel. Et alors? Mais dans le contexte pakistanais, c'est une autre histoire. Le clash symbolique est énorme. Un homme de foi censé incarner la moralité et la discipline religieuse se retrouve seul dans un hôtel, sans témoin, avec une femme, qui, pour beaucoup, incarne l'antithèse de la vertu. Ajoutez à cela que sur la photo, Qandil porte un grand chapeau, et que le Moufti a carrément signé ce chapeau. Un petit détail? Non. Un symbole qui fera hurler les puristes. Pour Qandil, c'était un sketch, une parodie de cette société divisée. Elle voulait montrer que deux mondes opposés pouvaient se rencontrer, discuter, coexister. Mais comme elle l'a dit elle-même, oui, ils ont discuté, oui, ils ont parlé religion. Et c'était tout, sauf que le mal était fait. L'homme religieux, exclu de son parti politique, un parti très conservateur, aujourd'hui au pouvoir. Suspendu également de la commission d'observation lunaire, une organisation religieuse prestigieuse chargée notamment de fixer le début du Ramadan et d'autres dates sacrées. Bref, la photo a ruiné sa carrière, et le pays tout entier s'est retourné contre Qandil. Et si le Moufti a subi des conséquences, Qandil, elle aussi, en a payé le prix, mais à un niveau bien plus inquiétant. D'abord, il y a eu les commentaires haineux. Ceux-là, elle avait l'habitude. Mais bientôt, ce n'était plus seulement des critiques. Des messages privés ont commencé à affluer. Certains déclaraient connaître son adresse. D'autres sous-entendaient qu'ils allaient venir régler ça eux-mêmes. Et puis, un jour, une nouvelle inquiétante, son passeport aurait fuité en ligne, avec son véritable nom, son lieu de naissance et surtout, le nom de son père. Et là, tout a changé, parce que grâce à ces informations, certains ont remonté jusqu'à sa famille, et eux aussi ont commencé à recevoir des menaces. Effrayée, Qandil a alors demandé de l'aide aux autorités. Elle voulait au moins une surveillance, une protection minimale. Mais elle a été reçue comme on accueille les trois singes de la sagesse. Rien vu, rien entendu, rien dit. Silence total. Personne n'a bougé, personne n'a voulu s'en mêler. Et pendant ce temps, chaque jour, elle recevait plus de menaces, plus de haine. Alors, elle a commencé à faire des plans pour partir. Dans une interview, elle a dit vouloir quitter le pays avec sa famille, aller vivre ailleurs. Où? On ne sait pas exactement. Mais elle voulait commencer une nouvelle vie, loin de tout ça. Malheureusement, un événement allait tout changer. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, Qandil dormait chez ses parents, dans la maison qu'elle leur avait achetée elle-même. Le lendemain matin, le 16 juillet, une annonce glaçante a fait surface. Qandil est morte. C'est son père qui l'a déclaré. Les médias se sont immédiatement emballés. Et très vite, on comprend que ce n'est pas un accident. Il y a intervention humaine. Quelqu'un l'a tuée. Les spéculations vont bon train. Qui? Pourquoi? Comment? Un premier indice est arrivé du rapport médico-légal. Dans le corps de Qandil, on a retrouvé une substance. Et non, ce n'était pas du sucre. C'était quelque chose de bien plus inquiétant, et la cause de la mort. Privation d'oxygène violente. Au début, son père a évoqué une histoire de gaz ou d'inhalation suspecte, et il a accusé, de manière floue, le Moufti, affirmant que quelqu'un lié à lui aurait pu faire ça. Mais très vite, la vérité a éclaté. Car ce même jour, avant même que l'enquête ne commence, un homme est arrivé fier comme un coq, le frère de Qandil, Wassim Azim. Et devant les journalistes, sans aucune honte, il a déclaré « Oui, c'est moi, je l'ai fait ». Avec fierté, avec fermeté. Comme si c'était normal, il a dit qu'il l'a éliminée parce qu'elle faisait honte à la famille. Et que pour lui c'était justifié. Et cette déclaration a explosé dans les médias comme une bombe. On soupçonnait aussi un deuxième frère, Aslam, d'avoir été complice. Plusieurs arrestations s'en sont suivies, comme si le meurtre avait été planifié. Et le Moufti, lui aussi a été arrêté, parce que beaucoup pensaient qu'il aurait pu commanditer l'assassinat. Le Moufti a été blanchi de toutes accusations et accueilli à sa sortie du commissariat sous une pluie de pétales de rose,
Qandil, elle, était déjà sous terre. Les autres suspects ont également été relâchés, car Wassim avait tout assumé. Fier comme un paon, il a répété que c'était lui et lui seul et qu'il ne voulait pas que ses mérites soient partagés. Il estimait avoir bien agi, point final. Alors on pourrait se demander, est-ce que ce type savait seulement qu'il risquait une peine de prison? Parce que franchement, avec son air de mec qui s'attend à recevoir une médaille, ou un bon pour une brioche et un ballon, on en vient à douter. Et le pire, c'est que dans d'autres circonstances, il aurait peut-être eu raison d'espérer l'impunité. Avant 2016, les lois pakistanaises autorisaient les crimes d'honneur à être pardonnés par la famille de la victime. Et dans ces cas-là, aucune sanction. Aucune. Donc si Wassim avait avoué, invoqué l'honneur familial, et que ses parents avaient officiellement pardonné, il aurait pu s'en sortir libre. Mais en 2016, la loi avait changé. Et surtout, les parents de Qandil ont refusé de pardonner. Dans un entretien déchirant, ils ont déclaré publiquement qu'ils ne pardonneraient jamais à leur fils. Jamais. L'affaire a suscité un tollé international. Des célébrités comme Madonna, Miley Cyrus, Khloé Kardashian ont pris position. Des milliers de personnes ont exigé justice, parce qu'au Pakistan, trop d'affaires similaires avaient été classées, soit sous prétexte d'honneur, soit contre une simple amende ridicule. Alors, est-ce le changement de loi? Est-ce parce que Qandil était célèbre? Est-ce la pression médiatique mondiale? Difficile à dire. Mais le fait est là. Wassim a été condamné à la prison à perpétuité. Une véritable onde de soulagement pour beaucoup, et probablement une tête de Pikachu choquée pour lui. Cette histoire reste profondément dérangeante, parce qu'elle met en lumière un système, une société dans laquelle l'honneur peut justifier l'irréparable. L'histoire de Qandil n'est pas juste celle d'une célébrité provocatrice. C'est une histoire de courage, de liberté, de résistance face à un système figé. Elle soulève des questions fondamentales sur notre rapport à la morale, à la tradition, à la place des femmes. Des questions auxquelles on ne peut pas rester indifférent. Cette histoire dérange. Et elle dérange parce qu'elle révèle. Elle met à nu un système où l'honneur peut servir d'excuse à l'irréparable. Qandil, ce n'était pas juste une célébrité provocante. C'était une femme libre dans un monde qui ne le permet pas, une voix qui a osé défier la tradition et qui, pour ça, a payé le prix fort. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette histoire vous a captivé, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager cette affaire autour de vous. À très vite pour une nouvelle histoire.